Salut à toi, c'est Kevin de Foxform 3D. Je te souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au RBD. La semaine dernière, on vous a proposé un sondage pour savoir ce qui vous intéressait le plus entre les rigid body ou les simulations de full. Comme tu l'auras compris avec le titre de cette vidéo, le grand gagnant du sondage, c'est les rigid body. Avant de plonger plus en détail sur ce sujet, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter de foxform3d.com. Ça te permettra d'accéder à la formation gratuite que j'ai faite de 4 heures. Elle plante les bases de Houdini pour te permettre d'être plus à l'aise avec le soft et les tutos à venir. Enfin, je tenais à remercier les participants au sondage parce que c'est jamais facile de savoir qui va vous intéresser à l'avance. C'est pour ça que j'ai trouvé le sondage très intéressant. Donc n'hésite pas, dis-moi en commentaire si le format te plaît. Allez, à cette présentation, on passe à l'introduction. Donc la première question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que sont les RBD? Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble certains shoots que j'ai sélectionnés qui reprennent justement ces fameux RBD et que rapidement on fasse une overview de qu'est-ce qui en est et qu'est-ce qui n'en est pas afin de comprendre quand et où c'est utilisé et la mise en pratique derrière. Donc je te laisse avec les quelques extraits, ça dure pas très longtemps et on en parle juste après. Donc voilà, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble à nouveau rapidement les différents shoots qui ont été faits, en tout cas que j'ai sélectionnés, où je vois des RBD à l'intérieur, et pourquoi ils vont être utiles pour les différents shots. Donc on revient au premier. Le premier, c'est subtil et je ne suis même pas sûr que ça soit des RBD à proprement parler, mais pourquoi pas, ça pourrait être utilisé en RBD. Donc c'est pas l'eau, c'est même pas le crack, je pense que le crack a juste été fait en FX ou en shader, pas en FX, en shader tout simplement, parce qu'on voit quelques cracks en plus qui apparaissent, mais ça reste, dès les premiers moments du shot, la vitre est déjà craquée. Par contre, on a quelques petites projections en plus de l'eau, on a quelques petits morceaux qui sont censés être de la vitre, voilà ces morceaux ici, qui peuvent être éventuellement des rigid body. Mais c'est pas sûr à 100%, mais ça peut l'être. Ici, définitivement, on est sur une pure simulation de rigid body. Donc ça commence par la vitre qui est fracturée, avec les portants des portes en verre qui sont projetés avec, qui vont ensuite venir rentrer en collision avec tous les étagères bureautiques, et qui vont comme ça, toute la scène, venir non seulement impacter les bureaux, mais en plus tous les objets qui se trouvent sur les bureaux, amenant les objets à tous rentrer en collision avec quelque chose d'invisible. Ça, c'est tiré de la série The Boys, qui est sacrément bien en termes d'effets spéciaux dans mon histoire, je la trouve cool. Et ça, définitivement, on est sur une pure simulation de rigid body. Ici, on va avoir une simulation de RBD, des roches. Donc on a sûrement des agents, une simulation d'agents qui est là, qui va être entraînée par les pierres, mais clairement ici on est sur une simulation de RBD qui s'éboule, qui fait un éboulement dans la descente et qui embarque tout sur son passage. Donc voilà, plutôt classique mais qui marche très bien. Ici on a une destruction, on voit bien la cassure ici créée par le rayon laser de Homelander dans The Boys, et beaucoup de débris de l'avion qui se séparent une fois que l'avion est coupé en deux. Donc voilà. En plus de ça, ici, on a une simulation de smoke et de fire, très intéressant comme shoot aussi, avec un énorme travail de render et de lightning, très intéressant. Ici, on a brièvement le portant qui se fracture, ici, en RBD aussi. Donc on a une fracture, une ouverture de porte, des projections, quelques contraintes ici qui permettent de retenir les morceaux de bois, et les morceaux de bois qui se projettent directement dans la caméra pour donner cet effet de fracture. Ici, on a définitivement une grosse sim de RBD qui éclate derrière avec un très beau slow motion. Ça, c'est très cool, très satisfaisant à réaliser. Ici, on a un RBD quasi standard, en tout cas sur tous les objets qui sont sur le pont. Je parle pas de la smoke, je parle pas du feu, je parle pas des magnifiques animations, ni de la modélisation ni d'ailleurs l'océan, la cime d'océan qui est juste ici. Juste les petits morceaux qui tombent comme ça, avec la gravité, qui tombent dans le shoot. Donc là, très intéressant aussi. Là, une explosion
Donc ça peut être avec du RBD. Donc on a peut-être une première simulation de RBD et ensuite une explosion, ou l'inverse, une simulation d'explosion d'abord et un rigid body ensuite, qui est drivé directement par la vélocité de l'explosion. Donc là, on les voit bien, ces projectiles qui transpercent la fumée. Pareil, les gros projectiles qui sont censés être les morceaux de mur ou de plafond qui étaient sur le bâtiment. Donc là, ça marche très bien, on en a ici, on en a ici. C'est très cool, on en a même à l'intérieur. Donc là, c'est très bien. Voilà, du RBD encore, mélangé à énormément d'autres Dynamic Operator. On a des morceaux qui retombent ici. Ça peut être... c'est pas obligé que ça soit en RBD ici, on n'a pas de collision. On voit pas plus de collision que ça, oui, pourquoi pas. Là, il y a un rebond ici. Donc il se peut que ça soit juste du slow motion avec une autre anime de caméra sous un autre plan de la scène. Donc là, très cool. Ici, on a deux robots qui sont animés à l'initiale et qui d'un coup se transforment en ragdoll sûrement, mais on peut avoir de la fracture de RBD, oui, on en a une d'ailleurs ici. On arrive à un moment des morceaux qui se cassent de la chaîne des objets. Donc voilà un petit peu à quoi servent les rigid body. Ce sont des corps rigides avec des propriétés physiques, des masses qui, quand ils rentrent sous certaines conditions ou en contact avec quelque chose, eh bien vont se fracturer. Les contraintes qui lient les objets vont se casser et on va obtenir des rigid body qui vont interagir avec la gravité et le reste. Donc voilà, concrètement, là j'ai pris l'exemple de très gros studios. Nous, on va revoir juste les bases, on va explorer les bases du RBD, comment on le setup dans un premier temps, pour dans la suite aller sur des setups beaucoup plus complexes et avec énormément de contraintes, pouvoir les manipuler correctement et tout. Voilà. Donc c'est parti, nous voici dans Houdini. L'une des premières choses à faire, évidemment, c'est de venir prendre un objet qui va nous permettre d'être simulé. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller dans Test Géométrie, dans le contexte objet. Test Géométrie, moi je vais venir prendre le Rubber Toy. Mais bon, voilà, tu peux choisir un petit peu ce que tu veux. Le Rubber Toy, il est intéressant pour expliquer un peu comment fonctionnent les rigid body, parce que tout simplement, il est constitué de plusieurs pièces, mais on va le revoir un petit peu plus tard. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux choses. Dans un premier temps, un nul, que je vais renommer out RBD, tout simplement. Et ensuite, je vais créer un top network, juste ici, dans lequel je vais directement rentrer à l'intérieur. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est venir créer, comme d'habitude, un objet et un solver. On est dans un Dynamic Operator, il nous faut au minimum ces deux choses pour que ça fonctionne. Donc on va créer un RBD Object dans un premier temps, et un RBD, ou plutôt un Rigid Body Solver, parce que lui il embarque plusieurs méthodes de Rigid Body. Et on va prendre le Rigid Body Solver, on va rester sur la méthode boulette, et on va venir dans le RBD Object tout court, venir lui donner une data initiale. Donc par défaut, là, on a un default geo qui ne représente rien dans le viewport. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut lui fournir notre out RBD ici. Ok. Donc on va le faire rapidement. On va lui donner ce subpass. Donc j'ai sélectionné notre out RBD ici. J'ai fait un CTRL-C dessus. Et à l'intérieur du Dynamic Operator, sur le RBD Object, je suis venu coller ce file pass, ce subpass. Ok. Donc là, normalement, en théorie, si je recharge ma scène, je devrais avoir mon Rubber Toy qui s'affiche. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter une gravité et lancer ma simulation. Mon Rigid Body fonctionne. Pour visualiser comment il interagit avec le reste de l'environnement, on pourrait lui rajouter un ground plane avec en dessous un merge. On connecte le ground plane dans l'entrée de gauche et le solver dans la sortie de droite, et on connecte tout ça à la gravité. Là, il est un peu trop bas, l'objet, donc ce que je peux faire, c'est soit dans le RBD Object, remonter sa position un petit peu, qu'il ne soit pas au niveau du sol de suite, soit ça, soit au-dessus, en SOP, ça se mettra à jour automatiquement. Je peux, dans la State Wide, le remonter, et automatiquement, ça se met à jour. Dès que j'active ma timeline, on voit que mon objet rentre en collision, c'est parfait. Le RBD Object, il est cool, mais il ne nous permet pas de, si on a plusieurs pièces sur notre géométrie, de pouvoir dissocier
ces petites pièces. Imaginons qu'on ait un objet qui soit fracturé ou pré-fracturé en amont, en SOP. Si on met ça dans un RBD Object, eh bien, les pièces ne vont pas pouvoir être traitées de manière unique. Chaque pièce qui aura été fracturée ou pré-fracturée ne pourra pas être traitée en différents objets. Elles devront être traitées en un seul et unique objet. Donc même si on avait un objet fracturé, on se retrouverait avec une simulation similaire à ça, où l'objet serait traité en un seul bloc. Quand je dis en un seul bloc, il faut se référer à l'onglet collision ici. On a deux méthodes de solver pour les rigid body. On a soit le RBD solver qui est classique de Houdini, soit le bullet data qui a été incorporé par la suite, qui est un peu plus rapide que le RBD solver. Bref, on retrouve dans le solver ces deux méthodes de calcul, soit le bullet, soit le RBD. Et étant donné que nous on est sélectionné sur le bullet, juste ici, ça va venir prendre la data qui est juste ici. Donc voilà, concrètement, ça c'est la représentation de notre objet qui va être traité dans notre simulation. On pourrait pousser la précision de notre objet, c'est pas nécessaire pour cet exemple, tu le verras par la suite, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser le RBD Object, on va utiliser le RBD Packed Object. Lui, il va nous permettre de, si il y a plusieurs data, s'il y a plusieurs names sur une géométrie, alors il va les prendre en considération et il va toutes les traiter de manière indépendante. Donc quand on remonte un petit peu sur notre test géométrie sur notre Robertoy et qu'on vient sélectionner ce SOP ici et qu'on appuie sur la touche S dans le viewport ou qu'on vient cliquer sur le widget juste là, en venant double-cliquer sur une des parties de l'objet, en double-clic toujours, on va se rendre compte qu'il va sélectionner automatiquement toutes les parties qui sont connectées. Et si l'objet est complètement manifold, eh bien, il va nous sélectionner l'objet complètement. Et on se rend compte qu'en fait, cet objet, ce Robertoy, il est constitué de plusieurs pièces. Or, quand on le met dans un dynamic operator, eh bien, on n'en a qu'une seule qui est traitée, on a un seul bloc. Nous, c'est pas ce qu'on voudrait. Ce qu'on voudrait, c'est que chaque petite pièce soit traitée de manière indépendante. Bon, ceci étant dit, avant d'aller un peu plus loin là-dedans, on va regarder notre RBD Pack Object et on se rend compte que, bon, déjà, on n'a pas fourni la data initiale, on l'avait fait tout à l'heure, donc là, on va devoir lui refournir. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il nous permet ici de venir lui spécifier le first context géométrie qui fait référence à la première entrée qui est connectée, donc la first entrée, la première qui est connectée à notre dynamic operator. Donc là, automatiquement, il va reconnaître ce câblage et il va reconnaître la géométrie qui y est connectée. Super. On pourrait y connecter la deuxième, la troisième, la quatrième, à toi de voir. Ou alors lui spécifier un chemin d'accès comme on a fait tout à l'heure, avec le SOP pass et lui fournir l'objet nul que l'on aurait sélectionné juste ici. Ça marcherait bien en first context. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est venir lancer notre simulation et là, cette fois-ci, on se rend compte que rien ne se passe. En plus que rien ne se passe, on a un petit warning ici qui nous dit, hop là, on va regarder le warning, et il nous dit « Geometry does not contain any primitive type supported by the solver ». Ce qui veut dire, concrètement, qu'il n'arrive pas à reconnaître le type de primitif supporté par le solver. On ne lui a pas fourni la bonne information. Tout simplement, quand on regarde ici, on a RBD Packed Object. Le terme packed dans Houdini va nous permettre de, d'encapsuler certaines choses dans un fichier compressé. C'est un petit peu la meilleure manière de le dire, ou en tout cas encapsulé dans une boîte. Quand on crée le node pack et qu'on regarde le logo, on voit que c'est plusieurs objets, un cylindre et un triangle, qui ont été mis dans une valise, et une fois que cette valise est fermée, eh bien, les objets sont packés. Okay, donc c'est une très bonne représentation. Et quand on met le flag dessus, on se rend compte que, initialement, là j'ai mis le flag sur le test géo, initialement on avait 12 854 primitifs, 12 874 points, et quand on met le flag sur le pack, on se rend compte qu'on n'a plus qu'un primitif et un point. Concrètement, on a sauvegardé la représentation de cette géométrie sur la mémoire vive, et on a dit c'est bon, je sais à quoi ressemble l'objet, j'ai plus besoin d'avoir accès à tous ces points et primitifs. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un point et un primitif pour juste traiter ces matrices de transformation, et ainsi pouvoir balancer ça dans un dynamic operator. Je sais à peu près la représentation de l'objet, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, elle va être calculée ici dans Bullet Data Show Guide Geometry. Et quand on va lui fournir le pack objet, juste ici en first context,
Ça va très bien marcher et il va nous montrer une fois de plus la représentation de cet objet de manière la plus rapide et efficace pour lui pour traiter la simulation. On pourrait passer ça en concave et en venant enlever la géométrie, on verrait la collision, on voit que là. Et quand on active notre simulation, malheureusement, ça fonctionne bien, mais rien ne se passe, c'est pas le résultat escompté, on n'a pas les petits morceaux qui se cassent ou qui se défondent de la géométrie initiale. Tout est paqué en un seul objet. En gros, concrètement, on n'a pas fait grand-chose de différent par rapport à tout à l'heure. Heureusement pour nous, on a un node qui s'appelle Assemble, qui nous fait gagner énormément de temps, qui nous permet, pour chaque pièce unique, rappelle-toi tout à l'heure, on pouvait les sélectionner, ces pièces uniques. Bon là, j'ai un bug d'affichage, ça peut arriver. Si tu as installé le lab, tu peux faire Reset Viewport. En réappuyant sur ça, derrière, ça va marcher. Sinon, tu fermes la fenêtre et tu la réouvres juste ici. Et en théorie, ça devrait fonctionner correctement. Donc le node Assemble, il fait exactement la même chose. Il vient voir quelles sont les géométries qui sont manifold et il vient les dissocier et leur créer un name attribut, un nom, un attribut de nom unique pour chaque pièce. Donc on voit qu'on a un name attribut qui a été nommé, enfin qui a été déclaré, avec à l'intérieur 10 noms uniques, 10 unique name. Ok ? Donc on a bien pour chaque pièce un nom unique. Bref, ça nous permet par la suite de créer un pack primitif, la même chose qu'on a fait ici. Ça c'est un pack primitif, pour chacune des pièces qui ont ce nom unique. Donc on se retrouve cette fois-ci avec 10 primitifs et 10 points que l'on va pouvoir connecter une fois de plus à notre first context géométrie et traiter notre simulation comme si chaque pièce était indépendante les unes des autres. Et on se retrouve à avoir une simulation bien plus précise et intéressante pour la suite. Donc là, on a eu une réduction drastique de la méthode de calcul, tout simplement parce qu'on s'est mis en méthode concave. Je vais la remettre en convex hull, de manière à avoir des représentations approximatives de nos objets. Ça ira beaucoup plus vite pour le traitement, et le résultat est quand même correct. Donc maintenant, on va rendre cette sim un petit peu plus intéressante, avec un peu plus de vie. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'initial state, juste ici, on va venir donner une vélocité à ce rubber toy. Donc on va le pousser sur l'axe Z, qui est l'axe qui part dans cette direction, et on va lui mettre 10 en initial vélocité, ce qui va permettre au démarrage de la data, de l'initialisation de l'objet, de le projeter de 10 mètres dans la direction de Z. Donc quand on l'active, boum, on a la vélocité initiale qui, elle, va vite être rattrapée par la gravité qui fait pression à 9 vers le bas, toutes les frames, et donc on va se retrouver avec un objet qui vient s'éclater au sol. Donc là, c'est déjà très cool, et là, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va venir écrire une petite expression pour finir ce setup, juste ici dans la création frame, parce que là, concrètement, on a juste à la première frame, la frame numéro 1, un objet qui est créé, et tout le reste de la simulation, rien d'autre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de matcher toutes les frames sur lesquelles on veut qu'une création d'objet se fasse. On va essayer de matcher ce channel juste ici, sur la frame courante, pour pouvoir avoir tous les X frames, une création d'objet qui va se faire. Donc pour ça, on va utiliser une petite expression qui est entre parenthèses $frame. Je viens récupérer la frame courante et je vais venir récupérer un modulo de 10 pour venir, chaque frame jusqu'à la 10e frame, créer des objets. Alors c'est pas mal, mais moi ce que je voudrais, ça serait l'inverse. J'aimerais créer un objet toutes les 10 frames. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement multiplier cette valeur par la frame courante, ce qui va me permettre d'avoir un objet créé toutes les 10 frames. Et là, le setup commence à être relativement cool. À ça, ce qu'on pourrait faire, c'est venir préfracturer chaque objet, mais on commence à attaquer un petit peu plus des RBD de manière avancée. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Vous me dites si ça vous intéresse et je vous fais ça avec grand plaisir.